Je vais commencer par me présenter. Je suis Valérie Sigler, directrice des marques de l'innovation et de la RSE pour Spadel, qui est la maison mère de Carola et Vadevillers. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire organisé par les ARIA du Grand Est. Donc, bienvenue à vous tous, membres des ARIA, mais aussi à nos partenaires initiatives durables Mines RSE3 et Agria Grand Est. On est presque une petite quarantaine à nous retrouver aujourd'hui. Et ça, c'est une très bonne nouvelle à plusieurs titres. Le premier, c'est que cela démontre de la belle dynamique qui vit au sein des ARIA du Grand Est et de leurs partenaires, qui ont réussi à mobiliser autour de cette thématique, que nous essayons de faire vivre dans cette commission depuis quelques temps maintenant. Donc, bravo aux organisateurs. Et puis, deuxième raison de se réjouir, c'est que c'est vraiment un signe encourageant pour la future compétitivité des industries agroalimentaires du Grand Est. Car à présent, vous le savez, la RSE n'est plus une option. Qu'on y aille avec vision et conviction ou qu'on y aille à reculons, elle n'est plus optionnelle, ceci d'un point de vue légal, puisque vous savez qu'il y a des réglementations européennes ou nationales en matière de packaging, de claim marketing ou de reporting extra-financier qui nous arrivent. Elle n'est plus optionnelle non plus d'un point de vue de la nécessaire optimisation des coûts dans le contexte économique que l'on connaît, avec la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Et enfin, elle est devenue incontournable pour nos consommateurs qui attendent des marques et des industriels qu'ils agissent de façon responsable et activent la transition écologique qu'ils attendent et que nos gouvernements mettent du temps à faire apparaître. Mais naturellement, la question reste de savoir comment on amorce cette trajectoire et comment on la conduit pour réussir cette transformation. Et donc, c'est pour vous accompagner dans cette réflexion et vous donner quelques clés que les ARIA proposent aujourd'hui ce programme autour des bonnes pratiques, avec un contenu assez riche et varié pour le webinaire du jour. Donc, nous allons avoir la présentation de l'accompagnement des ARIA du Grand Est par Benoît Lemel, Nicolas Heinz et Justine Gâteau, qui nous accompagnent au niveau des ARIA pour développer un programme d'accompagnement avec des partenaires et des expertises plus proches de vos implantations partout dans vos territoires. Nous aurons la présentation de l'intérêt du label PME+, par Catherine Barrois de la FEF, qui est un bel exemple. Il y a quelqu'un qui n'est pas en mute. Merci de couper les micros. Donc, je disais que le label PME+, c'est un bel exemple de démarche de progrès et de labellisation spécialement adaptée aux PME et qui bénéficie dès aujourd'hui d'une belle reconnaissance par les consommateurs et les distributeurs français. Donc, intéressant d'échanger sur ce sujet aujourd'hui. On aura aussi le témoignage de l'entreprise Météor par Nicolas Cabalion. Merci à vous, Nicolas, de partager ce retour d'expérience d'entreprise qui est toujours riche en idées et en enseignements. Et nous finirons par un petit appel à contribution puisque nous allons publier une enquête pour améliorer notre offre de services sur cette thématique et donc nous avons besoin de vos retours pour vous proposer des services qui puissent vous être utiles. Donc, je m'arrête là, l'agenda est très riche et donc je passe la parole à Benoît Lemel, Nicolas et Justine pour aborder le premier sujet de ce séminaire. N'hésitez pas à poser des questions. Merci. Merci beaucoup Valérie. Moi, je vais juste refaire une petite présentation de l'accompagnement des IA du Grand Est. Effectivement, ça c'est une compétence que nous avons ARIA Alsace pour l'ensemble des ARIA du Grand Est avec le soutien bien évidemment de la région Grand Est. Et ce qui est important, c'est que ce soutien, c'est pour flécher par exemple des prises en charge à 50% des diagnostics flash. Ce qui est important cette année, c'est que en échangeant en fin d'année dernière avec Valérie Ziegler, on s'est dit que ce qui nous semblait important, parce que la RSE entre vraiment dans les orientations de la région Grand Est, au-delà aussi du national, comme le rappelait bien évidemment Valérie, nous avons convaincu aussi les élus du Grand Est d'aller beaucoup plus en proximité, en territoire. Je mentionne de toute façon Initiative Durable, qui est notre partenaire historique en transversal sur l'ensemble des ARIA du Grand Est et notre territoire. Et puis, nous allons vous proposer et vous présenter effectivement les interlocuteurs qui maintenant sont sur le territoire, à savoir Nicolas Heinz, donc de Initiative Durable, Justine Gâteau sur Agria Grand Est et Benoît Lemel de Mines RSE3, donc Agria Grand Est se retrouve sur la Lorraine et Mines RSE3 sur la Champagne-Ardenne. Voilà. Je vais vous passer la parole, effectivement. On commence, en fait, ce qui nous a paru intéressant, c'est de donner à chacun d'entre vous les 3 prestataires en proximité en territoire sur un sujet particulier. Donc, Benoît, c'est à toi sur la décarbonation des IA. Merci.
Église, bonjour à tout le monde. Donc moi, comme vient d'être expliqué, je suis plutôt résident en Champagne-Ardenne et accompagnant des entreprises en RSE et aussi en bilan, ce qu'on appelle un bilan carbone. Pour ça que je vais vous faire une petite présentation sur la décarbonation. On peut passer au slide suivant, si tu veux. Tu l'as là? Tu vas voir? Celui Ouais. d'après. Celui d'après. D'accord, pardon. Voilà, Merci. donc juste un petit rappel aujourd'hui sur le pourquoi de la décarbonation. Alors, peut-être un rappel sémantique. Je vais souvent vous parler de BGS, bilan des émissions de gaz à effet de serre. C'est le terme officiel. En pratique, souvent, on parle de bilan carbone, mais je rappelle que bilan carbone est un mot protégé qui appartient à une association qui s'appelle l'association Bas Carbone. Donc, on va plutôt préférer le terme de BGS, bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, petit rappel, ces émissions proviennent pour la partie alimentaire et agricole, enfin, représentent exactement pas loin d'un quart de nos émissions. C'est une source de l'ADEME et on peut comprendre que ça fait déjà beaucoup d'émissions. Les obligations pour l'instant, alors la présidente vous parlait d'obligations légales. Le BGS est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés, opérations qu'elles doivent renouveler tous les 4 ans, mais avec l'introduction, c'est Nicolas tout à l'heure qui vous parlera un peu de la CRD, je crois. Voilà, on va maintenant descendre le seuil à 250 salariés dans les obligations légales de réaliser ce BGS. Maintenant, il y a d'autres obligations, d'autres engagements. Il y a la perspective d'un affichage environnemental, un projet porté par le réseau Mixte Technologies Ecoval, dans lequel se trouve un certain nombre de centres techniques que vous connaissez. Là, je vous ai mis une petite image projet de ce que pourrait être un label environnemental sur un produit alimentaire. Et puis après, il y a des vrais engagements de dirigeants dans leur stratégie de RSE ou en complément de leur stratégie de RSE qui veulent mettre en place ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, comment ça se passe? On passe donc au slide suivant. Le déroulé est assez classique, mais il est important. Ces 5 phases sont vraiment fondamentales parce qu'elles permettent de bien respecter l'esprit de ce bilan. La première étape, c'est, je dirais globalement, l'introduction, la nomination d'un pilote, la définition des objectifs. Ça se passe souvent avec les dirigeants de la société et les responsables concernés, où on va chercher derrière ce qu'on va se donner comme périmètre. Je vous ai mis après en deuxième phase les périmètres à comptabiliser. C'est-à-dire que vous avez différents types de périmètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les périmètres organisationnels, les périmètres temporels. Par exemple, définir quelle période on va prendre en compte. Souvent, c'est une année civile, mais ça, pour différentes raisons, elle peut être décalée, voire elle peut être supérieure ou inférieure à une année. Et la définition de ces périmètres va nous permettre de rentrer dans une phase qui est assez laborieuse souvent, qui est la phase de collecte des données et d'exploitation des données. Alors, quand vous faites appel à un prestataire extérieur, lui va vous aider à exploiter ces données. Les données qu'on va vous demander sont les données qui vont être issues de la cartographie des flux, qui vont nous permettre de voir les différentes sources d'impact. À ce niveau-là, on arrive à ce que je considère comme souvent étant la mi-temps du BGS, puisque c'est la phase où on va vous dire, voilà, votre activité représente tant de milliers de tonnes d'émissions de CO2. Ça, c'est, je vais dire, la mi-temps. Pourquoi la mi-temps? Parce que à ce stade, il ne s'agit surtout pas d'arrêter à ce niveau-là. Il est très important d'avoir en tête que ce BGS va vous emmener dans la deuxième mi-temps, qui sera la rédaction de ce qu'on appelle le plan de transition, donc le plan d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est une phase qui est très différente de la première phase, puisque c'est une phase de réflexion, de plan d'action, d'orientation stratégique de l'entreprise, qui va nous permettre ensemble, à la fin, d'aboutir à une valeur cible qu'on va se donner et qui fait l'objet donc d'une restitution finale. Bien évidemment, l'implication de la direction est nécessaire
au moins sur la sensibilisation, la restitution et la restitution finale. On passe au slide d'après. Donc, je vous ai mis un exemple de cartographie des flux pour ceux qui connaissaient les anciens termes scope 1, 2 et maintenant le scope 3 qu'on intègre, vous y retrouverez un petit peu. Cette cartographie vous montre à quel point il est important d'élargir la vision qu'on a du bilan d'émissions des gaz à effet de serre. On ne parle pas simplement de l'entreprise, on parle de l'entreprise, de ce qui se passe en amont, de ce qui se passe en aval et de tout ce qui se passe en périphérique, y compris pour certains qui peuvent en avoir beaucoup, les modalités de déplacement des visiteurs qui vont venir chez vous, les modalités de traitement des déchets, les fins de vie des déchets que vous générez, et une partie souvent qui peut représenter un petit peu les immobilisations, c'est-à-dire les bâtiments que vous avez, le matériel, les machines que vous avez investis. Donc, une fois qu'on a fait cette cartographie, on voit les différents postes à comptabiliser pour élaborer ce premier bilan. Et on va passer au slide d'après où je vous ai montré un exemple de restitution d'un bilan. Vous voyez qu'on a différents postes, les postes énergie, hors énergie, les postes intrants. Là, il s'agit d'un bilan d'une entreprise qui travaille dans l'agroalimentaire. Je l'ai pris pourquoi? Parce qu'il vous montre bien les poids relatifs des différentes composantes. Les intrants sont les matières premières utilisées. Les emballages, là, c'est une entreprise intermédiaire, c'est-à-dire qui ne fabrique pas directement à destination du consommateur, mais qui va fournir des entreprises qui vont conditionner derrière. Et on a pris donc dans les futurs emballages le poids des émissions représentées par les emballages utilisés par ses propres clients. Vous avez aussi les déplacements qui représentent beaucoup. Et ça vous donne pour cette entreprise un total de 12 300 tonnes de CO2. Une entreprise qui fait travailler une cinquantaine de salariés à peu près. Je rappelle qu'un Français, sur une année, c'est environ 9 tonnes de CO2 en émissions actuellement, que l'objectif, ça serait plutôt de réduire vers 2 tonnes. Donc, une fois qu'on a cette restitution, on va passer au slide suivant. On passe à cette fameuse deuxième mi-temps qui est donc l'élaboration du plan de transition. Je rappelais que globalement, la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, objective un moins 50% pour l'industrie agroalimentaire entre 2015 et 2050. Je vous ai mis un petit graphique qui illustre un peu comment peut se traduire les différentes actions dans différentes années. Et je vous ai fait une petite liste à côté de propositions de prise en compte. Donc, un audit énergétique qui permet de se poser la question quand est-ce que je consomme de l'énergie et est-ce qu'il n'y a pas une optimisation à faire? Suivi réduction de la consommation des matières premières. Je reviens sur la partie énergie pour l'alimentaire. Il y a quelque chose d'important c'est le point 6, oui, j'y reviendrai, c'est l'utilisation des appareils frigorifiques. Et lui, fortement générateur de gaz à effet de serre par les éventuelles fuites que vous pouvez avoir. Donc, la consommation de matière, moins on consomme de matière, moins on émet de gaz à effet de serre. Les pratiques culturelles avec les fournisseurs, ça, c'est un élément très important. Peut-être y a-t-il des gens qui font du fromage autour de la table. Ils savent que le lait a un fort impact de gaz à effet de serre. Il y a peut-être des gens qui font des légumes. Ils savent que les pratiques culturelles de leurs agriculteurs, fournisseurs peuvent avoir aussi un impact très variable en fonction de la performance de leurs pratiques. Vous avez l'éco-conception des emballages, effectivement, peut amener à avoir des emballages plus légers, des emballages plus recyclables qui vont vous permettre d'améliorer les émissions, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, la dernière proposition est souvent d'aller étudier des compensations possibles, des séquestrations complémentaires de carbone, mais ça vient vraiment tout à la fin. On peut peut-être passer au slide d'après. Voilà, je vous ai rappelé, mais je pense que ça vous sera diffusé, un certain nombre d'éléments qui, pour le coup, sont des éléments assez récents, puisque l'ADEME, en 2024, a fait paraître, je crois que c'est il y a 2 mois, un guide sectoriel dans la filière agricole et agroalimentaire qui donne vraiment des pistes intéressantes, beaucoup plus détaillées que ce que j'ai pu faire là. Et le Haut Conseil pour le climat a aussi fait un rapport en 2024 pour accélérer la transition climatique avec le système alimentaire bas carbone.
Je vais peut-être m'arrêter là. Merci. Je vais passer la parole à mes collègues. Voilà, Justine, le volet social de la RSE. Justine. Merci beaucoup, Yvelise. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'une petite partie de la RSE, le volet social. Voilà, c'est une partie qui est quand même très importante et elle permet d'englober vraiment un large éventail de sujets. Le volet social de la RSE, ça peut aller des conditions de travail à la diversité et l'inclusion, en passant par le développement de compétences même et l'engagement communautaire. Et donc, pour parler de ce volet social, moi, j'ai choisi de démarrer par vous représenter quels sont les intérêts stratégiques de travailler une démarche RSE sur son volet social. Donc, dans un premier temps, c'est important de noter que le volet social permet d'améliorer la marque employeur pour attirer et fidéliser les talents. Ça, c'est les talents et les partenaires, etc. C'est pareil pour la fidélité des clients, des partenaires, et ça permet également d'avoir une performance financière à long terme plus viable. Donc ça, c'est vraiment pour résumer les intérêts stratégiques du volet social. On peut passer à la slide suivante où là, je vous fais un petit focus sur quand même le secteur agroalimentaire en France pour montrer que c'est un secteur qui a quand même une importance considérable dans l'économie française. Là, je vous ai remis quelques chiffres. En 2021, on avait dans le secteur agroalimentaire plus de 500 000 salariés, avec presque 50 000 établissements. Ça, ça représente une grosse partie. Et sur ces établissements et ces salariés, il y avait quand même près de 100 000 projets de recrutement en 2022. Pour ces 100 000 projets de recrutement, près de 60%, plus de 60%, amènent à des difficultés de recrutement. Pourquoi? Parce que le secteur agroalimentaire, il est soumis quand même à pas mal de contraintes, à des enjeux qui sont particuliers. On a par exemple des contraintes, c'est ce que je vous résume sur la droite, des contraintes de travail, parce qu'on a des rythmes soutenus, parfois en 3-8, en 5-8, etc. Il faut travailler parfois la nuit dans des usines de production. On peut être soumis à des tâches répétitives pour des postes type opérateur. On peut être aussi amené à avoir des ports de charge lourdes. On peut être amené à travailler dans des environnements à 4 degrés, par exemple, ou même en froid négatif. C'est des réalités du terrain. On travaille des produits qui nécessitent une conservation et parfois, il faut travailler dans le froid. Et donc, ça peut déboucher parfois sur des TMS. Alors, c'est un grand sujet, les troubles musculo-squelettiques, où c'est vraiment notre secteur de l'agroalimentaire qui est quand même fréquemment touché. Et ça, les entreprises l'ont pris en compte. Elles ont essayé de travailler sur le sujet en proposant maintenant d'intégrer de plus en plus des innovations technologiques, donc un peu d'automatisation, ce qui fait un petit peu aussi évoluer le profil des personnes recrutées. On va avoir des opérateurs qui vont être aussi formés à la conduite de machines, par exemple. Donc là, on va évoluer en compétences. On va avoir des innovations sur la partie gestion de données, sur de la réalité virtuelle et de plus en plus liées à l'intelligence artificielle également. Et donc là, en fait, ce qui est important de noter, c'est qu'on a des perspectives d'évolution dans notre secteur qui sont importantes et qui permettent d'avoir plusieurs niveaux de qualification possibles en fait pour notre secteur. Et l'idée, c'est que on a quand même travaillé ces dernières années sur des améliorations notables des conditions de travail qu'on sait difficiles dans notre secteur, grâce aux innovations technologiques. Et c'est important de pouvoir valoriser cette partie-là aussi. Et moi, ce que j'en tire, c'est que la mise en place d'une démarche RSE et la communication des actions sur ce volet-là, ça permet aussi d'apporter une solution qui est vraiment stratégique aux problématiques de recrutement et de fidélisation des collaborateurs, des talents, des partenaires également.
On peut passer à la slide suivante. Donc là, sur cette slide-là, je vous résume quatre piliers du volet social de la RSE selon moi. On va avoir un premier pilier qui va concerner les conditions de travail. Donc, ça peut être la sécurité, la santé au travail, les salaires justes et équitables avec des horaires de travail qui soient raisonnables. On peut inclure dedans aussi la partie télétravail. Donc ici, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un environnement de travail qui est sûr et sain, contribue à la satisfaction des employés, mais aussi à la productivité, ce qui est quand même essentiel, et à l'engagement des employés envers notre structure. Donc ça soutient quand même le bien-être mental, physique des employés. Le deuxième volet que j'aimerais vous présenter aussi, c'est la partie diversité et inclusion. Où là, on va avoir des éléments autour de l'égalité des chances, de la lutte contre les discriminations et de l'inclusion de tous les talents. Donc là, c'est un pilier essentiel. Une entreprise qui est diversifiée, elle est plus innovante et plus performante parce qu'on diversifie les points de vue, on diversifie les profils et ça permet d'avoir une émulation et d'être plus performant. Ensuite, en troisième volet, je vais vous parler de l'évaluation des compétences, où là, on peut parler de formation continue pour les collaborateurs, d'évolution professionnelle, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on peut faire évoluer nos collaborateurs en même temps que l'entreprise quand on va automatiser, mécaniser certaines tâches qui sont peut-être peu valorisantes pour l'employé. Et l'idée, c'est d'aider les employés à grandir, à évoluer en renforçant leur engagement et leur fidélité envers l'entreprise. Et enfin, le dernier volet de cette partie sociale de la RSE, c'est l'engagement communautaire. Donc là, on peut y mettre derrière cette case la partie bénévolat, partenariat avec des organisations locales, des soutiens aux initiatives locales, par exemple sur des produits, des produits qui peuvent être mis en banque alimentaire ou des choses comme ça. Et cet engagement, en fait, ça renforce le lien entre les entreprises et la communauté locale. Et ça crée vraiment une relation de confiance, de soutien mutuel et des partenariats gagnant-gagnant. Ça, c'est important aussi de pouvoir noter ces aspects-là. Et si on peut passer à la slide suivante. Alors, avant de vous présenter quelques actions concrètes qu'on peut mettre derrière cette partie sociale sur la RSE, moi, j'aimerais aussi revenir un petit peu sur le fait qu'il y a beaucoup de thèmes sur le volet social qu'on peut rattacher au respect du droit du travail. Mais en fait, les employeurs peuvent aller plus loin que le simple respect des droits du travail. On peut aussi proposer des actions concrètes qui montrent leur engagement en faveur de leurs employés. On a par exemple, je vous ai mis plusieurs exemples ici. On peut mettre en place des ateliers de développement professionnel personnel pour nos employés. On peut mettre en place des programmes de retour au travail après des absences prolongées, par exemple après des congés maternité, des congés maladie, pour faciliter un petit peu cette reprise au travail qui peut être parfois stressante quand ça fait plusieurs mois, quelques temps qu'on n'est pas confronté. Ça peut être difficile. On peut mettre en place aussi des systèmes de reconnaissance pour récompenser les performances, les contributions exceptionnelles des employés. Donc ça peut être pas forcément financier, hein, ça peut être des demi-journées, ça peut être quelque chose de plus symbolique ou faire gagner un panier garni ou des choses comme ça. On peut mettre en place des ateliers de relaxation. On voit parfois dans les salles de pause, on peut mettre aussi des jeux, des baby-foot, des choses comme ça, mais aller plus loin en vraiment créant un atelier autour de la relaxation et du bien-être. On peut mettre en place aussi des événements pour célébrer les succès de l'entreprise. Alors ça, je pense que c'est important parce que ça permet aussi d'avoir une cohésion d'équipe, de montrer un peu de reconnaissance et de montrer que chacun a sa propre
apporté sa propre pierre à l'édifice, a de la valeur, et on le célèbre tous ensemble autour d'un buffet, de quelque chose, un événement, en tout cas partagé. On peut mettre en place l'évaluation des risques psychosociaux. Parce que ça, c'est de plus en plus réalisé. C'est quelque chose qui permet de détecter parfois des mal-être qu'on ne soupçonne pas. Et de plus en plus, c'est proposé par les entreprises et ça fait partie intégrante de la RSE. On peut aussi mettre en place une politique de télétravail flexible qui permet aux employés d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Travailler sur un management qui soit, au lieu d'être plus pyramidal, peut-être un peu plus collaboratif, coopératif, où là, l'idée, c'est de travailler sur un partage des tâches naturelles sans forcément, en répartissant la responsabilité globale et collective, plutôt que d'avoir juste un support hiérarchique très pyramidal. Là, on va avoir quelque chose peut-être de plus horizontal, ce qui permet d'avoir un travail collaboratif et une coopération de tous les employés, avec une mutualisation des compétences aussi. Ça, c'est intéressant. On peut travailler sur la donation à des causes locales, à soutenir des projets communautaires par des actions concrètes, par exemple. On peut mettre en place des programmes de gestion du stress pour aider les employés les plus stressés à affronter leurs tâches, leurs priorités et tout le quotidien. Et enfin, je vous ai mis un dernier exemple. Ah non, j'en ai encore deux. Le parcours d'intégration des nouveaux salariés. Alors, pour l'éprouver un petit peu chez Agria, c'est très positif pour tous nos nouveaux arrivants. Enfin, nous, je peux parler d'exemples concrets, hein. Nous, on a mis en place tout un parcours d'intégration où chaque nouveau salarié va rencontrer, ça c'est valable pour une petite équipe, mais l'ensemble de toute l'équipe pour avoir un temps d'échange un peu informel sur ses missions, mais aussi sur la partie un peu plus personnelle, ce qui permet vraiment de briser la glace et d'entrer, commencer un petit peu à se connaître et d'avoir vraiment une intégration comme ça qui est plus facile et plus simple. Et puis, on peut également travailler sur l'ergonomie au poste de travail. Alors, ça, c'est aussi un des sujets importants en RSE parce que l'ergonomie peut, si un poste de travail n'est pas ergonomique, on peut justement aller vers des TMS dont je parlais tout à l'heure. Et l'objectif, c'est que tout le monde vienne au travail et s'y sente bien. Donc là, il y a pas mal d'éléments à mettre en place aussi, que ce soit sur la partie opérationnelle, donc avec des opérateurs de production, des responsables d'atelier, des choses comme ça, ou alors partie plutôt bureau avec des chaises adaptées, des choses un peu plus de ce type. Donc Merci voilà, beaucoup. Merci pour la beaucoup, partie, Justine. pour la partie RSE, voilà ce que je souhaitais vous apporter comme éclairage. Merci parce que ce n'est pas toujours le côté volet social auquel on pense quand on pense RSE. Merci beaucoup à toi. Exactement. Merci. Nicolas, la CSRD. Oui, ouais, bonjour à tous. Du coup, je vais essayer de présenter de manière assez synthétique là, pour conclure plutôt le pavé plutôt réglementaire sur la CSRD dont vous avez peut-être entendu parler. Benoît l'a évoqué tout à l'heure. En fait, la CSRD, c'est un texte européen qui a été retranscrit fin 2023 donc dans le droit français et qui a finalement pour objectif de travailler sur on va dire un reporting de durabilité pour les entreprises. Donc l'objectif, c'est d'avoir une méthode d'harmonisation de reporting de durabilité, extra-financier, RSE, tout ça c'est un petit peu des synonymes, d'avoir une méthodologie commune dans l'optique finalement d'augmenter la transparence des entreprises qui sont concernées sur les sujets de RSE et vraiment on est sur une transparence et une obligation à publier les informations. L'idée de cette transparence étant finalement d'encourager les actions de développement durable dans les entreprises. On peut passer à la slide suivante. Voilà, elle ne veut pas. Voilà.
Ok. Donc en fait, la CSRD se repose sur les normes ESRS, hein, donc, qui ont été publiées dans cette optique. Et donc ces normes ESRS sont composées quand même de près de 1200 indicateurs et 88 sous-thématiques. Donc on voit que ça recouvre quand même beaucoup d'indicateurs. Et donc par conséquent, ça a enfin, ça a une implication assez forte pour les entreprises qui sont concernées en termes de reporting de durabilité, d'autant plus que les informations qui seront communiquées dans ces indicateurs seront certifiées et vérifiées par soit des commissaires aux comptes, soit des organismes tiers indépendants qui dans tous les cas seront accrédités et qui suivront qui suivent actuellement la même formation dans cette optique d'audit. À noter que sur l'ensemble des près de 1200 indicateurs, on a à peu près un tiers des indicateurs qui sont des indicateurs qui sont plutôt quantitatifs et deux tiers qui sont des indicateurs qui sont plutôt qualitatifs, donc plutôt orientés autour des actions qui sont menées au sein des entreprises. On va passer à la suivante. Pour voir si vous êtes concerné, il y a ce petit schéma en fait qui permet de vérifier ça, mais il y a des entreprises qui vont être concernées dès cette année en fait sur la CSRD, et puis on va dire le gros des entreprises qui seront concernées, ce sera à partir de 2026 sur l'exercice 2025, à partir du moment où les entreprises dans leur compte consolidé regroupent, on va dire, 2 des 3 seuils suivants, donc qui sont donc 250 salariés, enfin collaborateurs salariés en moyenne, 50 millions en chiffre d'affaires et 25 millions en bilan. Donc on voit que dans l'évolution de reporting et d'obligation de reporting qui concernait jusqu'ici en France près de 11 000 entreprises avec la déclaration de performance extra-financière, on passe à 50 000 entreprises qui seront concernées dès 2026 avec finalement un travail de reporting et de rédaction de rapport qui est à faire sur les données 2025, donc on va dire dès l'année prochaine. Tu vois. C'est la suivante, ouais. Et puis cette diapo aussi qui permet un petit peu d'illustrer le fait que certes, ça concerne 50 000 entreprises, mais ça concerne aussi toutes les entreprises qui font partie de leur écosystème, dans leur chaîne de valeur, notamment en amont. Donc pour toutes les entreprises qui sont plus petites et qui ne sont pas concernées par les seuils, donc pas concernées directement par la CSRD, elles le seront de manière indirecte, puisque les entreprises qui sont concernées demanderont des comptes finalement à leurs fournisseurs et en amont dans la chaîne de valeur, notamment sur les questions de conditions de travail. Donc là, l'idée, sans pousser trop loin la présentation pour rester synthétique, c'est le reporting, finalement, il peut porter sur près de 2200 indicateurs, mais il passe par ce qu'on appelle une analyse de double matérialité qui permet de prioriser finalement les ESRS et les enjeux RSE des entreprises, ce qui permet de réduire le nombre d'indicateurs qui sont nécessaires et de passer à ce qu'on appelle une analyse d'écart qui permet en fait de définir les indicateurs qui sont déjà existants dans les entreprises en termes de reporting, et puis ceux qui restent à construire et à créer dans l'optique de rédiger ces rapports de durabilité et aller vers la dernière phase qui est l'audit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes. Donc en gros, encore une fois, sans entrer dans le détail, si vous êtes concerné par ces sujets, donc on accompagne aussi les entreprises sur ce volet réglementaire. Donc si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, pour les entreprises, les industries agroalimentaires qui sont connectées aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de vous présenter nos 3 interlocuteurs sur chacun des 3 territoires. Donc, je rappelle, nous avons commencé par Benoît Lemel sur Mine 3 RSE sur la Champagne-Ardenne. Nous avons eu Justine Gâteau sur Agri à Grand Est pour la Lorraine, et puis Nicolas Heinz sur Initiative Durable. Ce qui est important, c'est de vraiment travailler en sensibilisation, en proximité et en déclinaison des bonnes pratiques sur chacun
des 3 territoires. Donc, nous y reviendrons, mais n'hésitez pas à entrer en contact. C'est-à-dire que là, chacun a illustré effectivement sur un des thèmes, un des sujets du moment en RSE. Merci à tous les 3. Est-ce que vous avez des questions-réponses à ce stade-là? Bien évidemment, on partagera avec vous les coordonnées de chacun. Ce qui est important, c'est de continuer parce que nous avons encore un programme encore assez chargé et nous allons basculer sur la suite. Est-ce qu'il y a des questions, Justine? Tu le vois dans le chat peut-être? Alors, pour l'instant, dans le chat, il n'y a pas de questions. Peut-être que ça va venir par la suite. Parfait. Ben alors, on Mais continue alors. on peut continuer. Merci beaucoup. Alors, Catherine Barrois qui nous a gentiment nous rejoint, a pris le temps de préparer pour nous. Elle est responsable du label PME+, à la FEF. Et le plus simple, c'est que je passe la parole à Catherine. Merci Evelyne. Bonjour à tous. C'est bien, ravi. Merci. Vous pouvez défiler encore. D'accord. Et voilà. Voilà, parfait. Alors, certains d'entre vous sont labellisés PME+, d'autres que je connais s'intéressent à la démarche. Alors, qu'est-ce que le label? PME+, c'est le label des entreprises à taille humaine et engagées en faveur de pratiques plus éthiques et responsables. Aujourd'hui, 230 entreprises, très exactement 231, sont labellisées. En termes de nouveaux entrants, on peut estimer qu'en 2024, on aura 45 nouveaux labellisés. Vous pouvez passer sur des chiffres clés, je pense qu'on partagera la présentation. Oui. Alors effectivement, un chiffre marquant, c'est les 10 ans du label cette année. On a eu l'occasion de fêter cet événement le 28 mars avec tous les labellisés, les partenaires, enseignes, autres partenaires en construction depuis le départ du label. Donc, l'occasion aussi d'échanger sur les valeurs du label communes à l'ensemble des acteurs. Et puis d'avoir des animations qui vont suivre suite à ces 10 ans en magasin. L'idée, c'est de vraiment faire vivre cet anniversaire entre 2024 et 2025. Vous pouvez passer, Lise, merci. Alors, qu'est-ce que c'est aussi la communauté PME+? C'est des ambassadeurs en région qui sont vecteurs et relais du label auprès des enseignes en local, en région. C'est des parrainages entre une entreprise qui souhaite être labellisée et un labellisé pour lui partager les bonnes pratiques et des éléments pour avancer dans sa démarche. C'est faire connaître le label auprès de l'écosystème, un petit peu comme aujourd'hui. Et puis, c'est des cafés PME+, donc un événement par mois sur une thématique phare qu'un labellisé va avoir développée sur la RSE, qu'il va partager durant 45 minutes. C'est un événement court avec l'ensemble de la communauté PME+. Alors, pourquoi on irait choisir le label PME+, en tant qu'entreprise? Voilà, la première valeur, c'est une valeur interne. C'est fédérer l'organisation autour d'un projet de sens et valoriser la marque employeur. C'est aussi ce que les chefs d'entreprise labellisés vont remonter comme première valeur à laquelle ils ne s'attendaient pas forcément au départ, mais effectivement, ça a beaucoup de sens. Et vis-à-vis des parties prenantes externes, alors bien sûr auprès des consommateurs pour apporter de la visibilité, les consommateurs qui étant aujourd'hui de plus en plus exigeants sur l'environnement et tous les critères RSE. Et puis, c'est vis-à-vis de vos clients, nourrir leur stratégie RSE. Clients, opérateurs, enseignes.
Voilà, Iblis, oui. Voilà. Et du point de vue de l'enseigne, du point de vue du client, pourquoi travailler avec une entreprise labellisée? On change de regard. On développe un partenariat avec une entreprise dont le dirigeant est impliqué dans une démarche RSE et des salariés qui sont investis. Une entreprise qui est engagée en faveur de pratiques plus éthiques et responsables, qui crée de la valeur en France, qui se renouvelle et qui a des ambitions RSE sur le court, moyen, long terme. Rapidement, en termes de valeur client, il y a une étude ScanUp qui a été réalisée l'été dernier sur la notoriété et la visibilité du label. Donc, on peut considérer que près de 40% des personnes interrogées ont déjà vu le label en notoriété assistée. Entre 81 et 87% font davantage confiance à un produit labellisé d'une marque alimentaire ou non alimentaire. Et ce que les consommateurs comprennent, c'est que l'entreprise est française, l'entreprise a des pratiques éthiques et responsables et l'entreprise est de petite taille. Donc, on peut rencontrer le logo sur les packs, sur la PLV en magasin via des opérations, des tracts et puis des PLV ou film magasin. Et puis également, la FEF relaie la présence à l'esprit du label au niveau de salon B2B et B2C. Sur le site du label PME+, chaque entreprise labellisée a une page dédiée avec les bonnes pratiques qu'elle respecte, sa région, la date de sa labellisation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir communiquer vers l'externe sur l'ensemble de la communauté, pouvoir chercher par catégorie, par région, une entreprise labellisée. Merci, Vélise. Donc, comme je vous parlais précédemment, donc les tracts sont une valeur distinctive de PME+, c'est-à-dire que chaque enseigne soutient le label, donc via, comme je le disais, les prospectus, mais aussi via des accords, notamment avec le pacte de transition alimentaire Carrefour. Carrefour ne propose pas de présence sur tract, mais justement une entreprise PME+, est directement éligible au pacte de transition alimentaire. Idem dans l'accord FEF Lidl. Lidl s'est engagé à avoir une préférence au choix sur CMDD auprès d'entreprises PME+. Et enfin, en e-commerce, donc le logo, le label est présent sur les sites des enseignes au niveau des sites Drive et de vente en ligne. Et puis, une partie rapidement sur les réseaux sociaux. Donc, notre service communication à la FEF relaie vos actualités, des rubriques thématiques sur des portraits de responsables RSE, par exemple. Vous relaie quand vous êtes nouvellement labellisé, quand vous êtes renouvelé. Une newsletter en ligne. Voilà, on est vraiment actif sur votre visibilité. Alors, c'est également la possibilité de faire apparaître le label sur vos éléments de PLV en rayon avec ce kit magasin, dont vous avez l'accès à tous les fichiers. Vous pouvez passer, Lise, merci. Comme je vous disais également, la présence sur les salons. Donc, les salons FEF d'une part, où on parle toujours du label PME+, la traditionnelle photo de tous les labellisés sur salon que vous connaissez peut-être. Et puis également sur les salons B2C, B2B nationaux, remise d'attestation directement aux dirigeants sur salon avec petit événement. Voilà, le but étant aussi toujours de faire parler de la communauté et de pouvoir le relayer en termes de communication.
Alors, si on rentre plus spécifiquement dans la démarche PME+, comment on devient labellisé? Alors, les critères sont d'être une entreprise indépendante, fournisseur de la distribution, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. C'est la FEF qui porte le label. Le cahier des charges a été construit avec EcoCert Environnement et sur la base de l'ISO 26000, hein, comme la plupart des référentiels RSE, mais il est adapté aux enjeux des PME. Et c'est bien EcoCert qui audite et labellise l'entreprise sur un niveau de conformité qui doit être minimum de 65%, et l'audit est annuel. Vous pouvez passer, on verra peut-être des questions. 20 exigences sur le référentiel, 6 grandes thématiques et 20 exigences, hein, c'est ce qu'il faut retenir. C'est pareil, on va passer à la slide suivante. Voilà, donc 5 grandes étapes. On vérifie ensemble l'éligibilité de l'entreprise. L'un des critères, donc, ce que je vous ai donné, c'est bien sûr aussi d'être adhérent à la FEF et que le dirigeant soit engagé dans la démarche. Comme on l'a évoqué aussi en termes de RSE, c'est indispensable. L'entreprise vous-même, vous procédez à une auto-évaluation sur la base du référentiel. C'est quand vous êtes prêt, que vous avez un minimum de 65% exigé et que vous avez constitué l'ensemble du dossier, c'est EcoCert qui prend la main pour l'audit. À la suite de cela, donc EcoCert fournit un rapport d'audit qui pourrait être suivi d'un plan d'action sur si certains critères sont en deçà d'une note B, c'est-à-dire qu'ils sont notés C ou D, chaque critère étant noté de A à D. Ce plan d'action sous 15 jours est fourni par vous, par l'entreprise. Et puis, après avis de labellisation de la part d'EcoCert, eh bien, c'est la FEF qui vous fournit une attestation de labellisation pour 1 an, donc jusqu'à l'audit suivant. Bon, un petit peu dans le même esprit, on est sur les mêmes étapes, donc je ne vais peut-être pas rentrer de nouveau dans ce détail. Et puis, vous pouvez passer. Voilà, on a fait le. Oui. Ouais, c'était vraiment pour avoir une vision globale. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On va avoir aussi quelques labellisés présents. Si vous souhaitez témoigner, ça sera un plaisir. Mais sinon, je suis à disposition pour vous répondre. Peut-être un petit complément, Catherine, je parle sous ton contrôle ainsi que celui de Nicolas, mais il y a une grosse partie du référentiel PME+, qui est commun avec le label Alsace Excellence pour les Alsaciens qui participent aujourd'hui. C'est toujours bon à savoir. Vous pouvez potentiellement faire un 2 en 1 sur ces 2 labels. Merci Valérie. Mais complètement, il n'y a pas de, de référentiel conjoint, hein. Mais effectivement, sur la base d'Alsace Excellence qui va être plus axée région, ancrage régional, on parle d'ancrage territorial pour PME+, mais là, on va alimenter l'autre. Vous avez tout à fait raison, Valérie, de le souligner. Donc, quand on est Alsace Excellence, on coche déjà beaucoup de cases pour PME+. Merci de la précision, Valérie. Merci beaucoup. Des questions, le chat peut-être aussi, Justine? Alors, non. Pour l'instant, dans le chat, nous n'avons pas de questions ni de commentaires. Parfait, on continue. On peut continuer. Alors, Nicolas Cabalion, bien connecté? Nicolas? Oui, je suis bien connecté, je vous entends. Super, mais on vous écoute. Voilà. Bonjour, Nicolas. oui. Alors, je me présente, hein, je suis le responsable sécurité, environnement, énergie et RSE de la brasserie Météor. Il y a quelques jours, Nicolas Heinz m'a demandé de témoigner
pour la labellisation PME+, pour expliquer un petit peu comment nos motivations et comment on s'y était pris. Donc, il m'a donné un petit peu un plan de présentation. Merci Nicolas. Donc, je vais essayer de le suivre à la lettre pour vous donner un petit peu le sentiment. Alors, on m'a demandé déjà, dans un premier temps, pour les motivations profondes de la brasserie. Donc, Météor était quand même, sans le savoir, déjà très engagé en termes de RSE. Alors, officiellement, on avait engagé la démarche en 2021 avec l'aide de l'initiative durable, pour vraiment engager la démarche, notamment auprès des salariés, pour avoir une structure de base de notre structure RSE, quoi. Donc, alors pourquoi on a lorgné vers PME+. L'idée, c'était un petit peu de concrétiser officiellement notre engagement à travers une labellisation, parce qu'on avait une structure en place, mais peut-être que ça ne se savait pas à l'extérieur. Donc l'idée, c'était un petit peu aussi d'éclabousser, entre guillemets, les gens pour savoir de quel bois on était fait à la brasserie Météor. C'était donc un petit peu un moteur de communication pour expliquer, par exemple, on était très engagé en termes d'impact environnemental. On est notamment certifié ISO 50001. On fait notre bilan carbone depuis plus de 10 ans maintenant. Pour expliquer aussi aux gens qu'on était très enracinés dans une culture extrêmement régionale. La brasserie Météor, on en parle à travers l'Alsace, ou l'Alsace parle à travers la brasserie Météor. Voilà, après, c'est aussi, l'idée, c'était ça, quoi, d'officialiser en gros notre engagement, et c'était aussi de trouver un label quelque part qui soit utile pour la brasserie en termes de promotion et de marketing, puisque comme l'a expliqué Catherine, commercialement, la grande distribution fait des promotions sur les labellisés PME+. Donc ça, c'était aussi une manière facile aussi d'expliquer aux gens qu'on était engagé en termes de RSE. Deuxième question que je devais développer, est-ce difficile? Alors ça, je pense que c'est une question, tout le monde voudra avoir la réponse immédiatement. Alors ça dépend de beaucoup de choses. À la brasserie, moi, je considère que c'était pas si compliqué que ça, parce que comme je l'ai expliqué, on avait déjà une ADN très RSE à la base. Donc, soit vous partez d'une entreprise qui veut s'engager dans une philosophie RSE et vous n'avez pas encore fait grand-chose, dans ce cas-là, il va y avoir du taf. Soit vous avez déjà une structure fortement enracinée dans ces domaines-là, et à ce moment-là, vous avez surtout un travail de formalisation. Alors, pour mon exemple, où on était très engagé, c'était surtout effectivement un travail de formalisation, à l'exception de quelques détails près. En gros, en termes de temps, j'ai dû dégager du temps sur 6 mois, à peu près entre le mois de mars et le mois de septembre, puisqu'on a été labellisé au mois de septembre de l'année dernière. Mais une bonne manière de savoir la hauteur du travail à réaliser, c'est de faire l'auto-évaluation, comme l'a expliqué Catherine. Moi, j'étais très optimiste sur ma première auto-évaluation, donc du coup, j'ai engagé la démarche auprès de la direction qui a tout de suite adhéré, qui m'a fait confiance. Voilà. Troisième question, alors des exemples concrets d'engagement RSE. Bon, déjà, l'équipe projet pour la RSE chez nous, c'était la direction, naturellement. Il faut vraiment un engagement de la direction à la base pour inculquer tout ça. On avait les RH, les achats, le service marketing et communication, le service qualité et le service sécurité environnement à travers de moi. Donc, c'est la partie un peu plus technique. En termes d'actions concrètes, on peut parler par exemple de l'utilisation de l'eau, de l'économie de l'utilisation de l'eau et du reuse, comme on dit. Bon, là, on a engagé la démarche depuis longtemps parce que comme toutes les brasseries qui se respectent, on n'est pas fou, hein, l'eau, ça coûte cher. Et c'est quand même 90% du produit qu'on réalise, c'est fabriqué à base d'eau. Donc, c'est déjà une nécessité économique que de faire des économies d'eau. Donc, le travail, dans un premier temps, c'était de trouver des sources d'économie d'eau en termes d'utilisation. En second temps, évidemment, c'était de voir ce qu'on pouvait réutiliser derrière. Donc là,
On a effectivement engagé des investissements dans pas mal d'outils qui nous ont permis notamment de gratter quelques pourcentages par-ci, par-là. En gros, les outils d'économie d'eau nous permettront à terme d'économiser 5% de l'eau consommée d'ici quelques années. Par contre, la réutilisation, qui dépend fortement de la sortie et du déploiement d'un décret, pourrait potentiellement nous faire économiser entre 20 et 30% d'eau supplémentaire. Donc ça, c'est des projets qui sont sous le bras. En termes de bilan carbone, j'en ai un petit peu parlé. Je vous ai expliqué que ça fait depuis plus de 10 ans qu'on est engagé là-dedans. Je pense qu'on est la seule brasserie, honnêtement, qui avons fait ce travail de SAP depuis tant d'années. En gros, ça fait depuis 2011 qu'on l'avait fait. C'est le bilan carbone sous scope 3. Donc, on est allé vraiment jusqu'au bout de la démarche. Et je me charge tous les ans de remettre à jour ce bilan carbone pour savoir où on en est. C'est vrai qu'il y a 10 ans, quand on s'est engagé là-dedans, pour dire à quel point ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, on ne savait pas trop vers où on allait, mais par contre, on trouvait intéressant le fait de caractériser l'activité de l'entreprise à travers une seule et unique unité de comptabilisation qui est la tonne équivalent CO2. Voilà, donc l'idée après, c'était de travailler sur ce bilan carbone. Enfin, après, c'est très récent en fait, c'est depuis qu'on est engagé en termes de RSE. C'était de comptabiliser les potentielles économies carbonées réalisables sur notre empreinte carbone. Alors, quand on a analysé notre bilan carbone, on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas influent sur l'ensemble de notre empreinte, puisque quand on est en scope 3, on dépend aussi énormément de l'extérieur. Ça, c'est une chose importante qu'il faut comprendre. Par contre, on a très vite compris que l'énergie est un facteur sur lequel on peut influencer. La proximité des fournisseurs, à travers notre engagement, notre enracinement régional, est aussi quelque chose sur lequel on peut bien travailler. Et on s'est aussi rendu compte, à travers la mise à jour de notre bilan carbone, que notre engagement à travers la consigne nous a permis quand même, en 10 ans, d'économiser près de 20% de nos émissions carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 80% de produits consignés. Pourquoi ça nous a permis d'économiser tant sur notre empreinte carbone? Parce que tout simplement, on n'utilise plus de verre perdu. Le verre perdu est extrêmement énergivore à fabriquer et même à refondre. Et c'était un petit peu la clé de notre baisse de notre bilan carbone ces dernières années. En plus de nos efforts sur l'énergie, l'ISO 50001 est là pour pérenniser ces efforts-là notamment. Un rappel quand même sur les obligations, enfin les objectifs de neutralité carbone de la France, c'est quand même à 2050. On prend 1990 et on va jusqu'à 2050, c'est divisé par 6 l'empreinte carbone du territoire. Donc nous, on s'est un petit peu basé là-dessus pour déterminer un objectif. Donc, en 10 ans de bilan carbone, on a fait une courbe, on sait où on en est. Et en gros, donc on a pris la base de nos bilans carbone de 2010-2011 et on s'est dit qu'il fallait baisser d'ici 2050 à peu près 4/5 de notre empreinte carbone. Donc c'était pour voir si on était sur la bonne voie. Pour l'instant, on est sur la bonne voie, mais comme je l'ai expliqué, tout ne dépend pas forcément que de nous. En termes encore d'autres actions, donc je peux parler de la QVT. La QVT, on a beaucoup externalisé ce bilan-là parce que on n'était pas forcément compétent et très mûr pour réaliser ça nous-mêmes. Donc, on a utilisé un cabinet extérieur. C'est un cabinet extérieur qui nous a permis notamment de déployer la QVT à travers de 3 grandes thématiques. Donc, ces 3 grandes thématiques nous ont permis de factualiser de manière mathématique des indices de fierté, d'utilité et d'épanouissement au sein de l'entreprise, en complément d'un indice NPS, donc le Net Promoter Score, qui est en fait un indice qui indique clairement la volonté des salariés de promouvoir l'entreprise à l'extérieur. En marge de ces indices-là, on a un indice sur l'environnement de travail et un indice sur la favorisation d'une culture d'entreprise commune.
Donc, on a eu la hauteur de ces indices-là il y a à peu près 1 an. Ça nous a permis de déployer un plan d'action RSE basé sur ces indicateurs-là. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette année, on refasse un sondage qui va nous permettre de renoter l'efficacité de notre plan d'action. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Bon, en marge, j'ai envie de dire, la communication est au moins aussi importante que la mise en œuvre de ces indices. C'est quand même important de le savoir. Voilà. Ensuite, la consigne, je vous en ai un petit peu parlé à travers le bilan carbone. Donc, en gros, c'est quelque chose qui est périn en termes d'économie carbonée, mais aussi en termes d'aspect d'emballage et de déchets. C'est très important aussi. La réutilisation, il n'y a pas de secret, c'est quand même quelque chose d'assez miraculeux pour économiser les déchets en termes d'emballage. Un petit mot sur le mécénat. Donc jusqu'à présent, la brasserie, j'ai envie de dire, ça faisait peut-être partie des points faibles de l'entreprise. On n'était pas très engagé en termes de mécénat. Ou alors on se perdait un petit peu dans des causes qui n'étaient peut-être pas forcément perçues comme totalement désintéressées. Par exemple, sponsoriser des festivals où on est présent, ça peut ne pas paraître forcément totalement désintéressé. Aujourd'hui, très récemment d'ailleurs, on s'est engagé dans le mécénat à travers le soutien de Alsace Nature. Donc c'est quelque chose maintenant qui est un petit peu plus en rapport avec nos ambitions en termes associatifs. Et surtout d'ancrage local aussi. Voilà, après, ce que je pourrais dire en marge, il y a une importance à apporter aussi sur nos certifications. Certification IFS, Bio, ISO 50001, ça permet aussi de soutenir, de communiquer sur ces certifications-là à travers cette labellisation. On peut communiquer aussi et travailler la naturalité de nos produits, c'est-à-dire diminuer tout ce qui est auxiliaire de fabrication, travailler sur la diminution aussi des arômes artificiels et expliquer aux gens que Météor, par exemple, est une entreprise qui tend à déployer des volumes de plus en plus importants de produits naturels, entre guillemets, et à diminuer des produits qui seraient fabriqués en partie à l'aide de produits additifs. Voilà. Et puis, je dirais aussi un dernier point important, c'est l'implication territoriale, tout simplement, de l'entreprise. Je pense qu'en termes d'implication, il y a plusieurs niveaux. Le territorial, on va parler de l'Alsace pour la brasserie Météor, c'est l'objectif principal. Après, je dirais le minimum, c'est d'essayer de travailler au maximum avec des produits français, des fournisseurs français. Encore que si on réfléchit aussi en termes de distance d'approvisionnement, Météor étant frontalier avec l'Allemagne, on n'est pas loin de la Belgique aussi, la logique peut aussi tendre à dire que travailler avec des Allemands, travailler avec des Belges, c'est pas totalement incohérent, par exemple, par rapport à travailler avec des Bretons ou des Basques, quoi. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour en respectant le plan de présentation que Nicolas m'avait confié, en espérant avoir répondu à peu près aux questions que les gens pouvaient se poser. Waouh, merci beaucoup Nicolas Cavaillon, parce que nous avons 2 Nicolas, avec une préparation avec Nicolas Hans aussi d'initiatives durables. C'est waouh, merci beaucoup, c'est très très complet et là encore des ouvertures. Est-ce qu'on a des questions peut-être, Justine, dans le chat? Toujours pas? Peut-être Oui, maintenant on a une question sur le mécénat. Est-ce que du coup c'est vraiment pour démontrer l'engagement local et sociétal ou est-ce que c'est un aspect qui entre dans une certification RSE quelconque? La question, c'est qui doit répondre? Je pense que c'est vous, Nicolas. C'est vous, Nicolas. Ouais. C'est les deux un peu. Dans la brasserie, on a décidé de notamment s'engager avec Alsace Nature. C'était une manière de répondre aux besoins locaux, aux besoins de se représenter localement sur le territoire en Alsace, de défendre une cause qui nous est chère. Et c'est aussi un aspect effectivement de la certification RSE, puisque ça fait partie notamment des exigences dans le référentiel.
dans le questionnaire, notamment qu'on a rempli avant de s'engager dans la labellisation. Donc effectivement, ça rentre en compte dans les deux. Après, comme j'ai dit, il faut faire attention, je pense, à ce que ce soit totalement désintéressé parce que, comme j'ai expliqué, sponsoriser un festival où on est présent, c'est pas forcément totalement désintéressé. Il faut quelque chose qui soit engagé au niveau territorial, au niveau représentation de la région. Merci Nicolas, est-ce que parmi les entreprises qui sont présentes, qui ont déjà un engagement important en mécénat, vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être Valérie aussi, peut-être que c'est un aspect que tu travailles toi déjà? Oui, on travaille aussi, on a pris un engagement de reversement de 5% de nos profits pour des causes locales, effectivement, qui sont en lien avec un impact plutôt environnemental, mais aussi une notion de vie locale. Donc, je prends l'exemple de Carola, on soutient plus de 200 initiatives locales par an qui vont de la petite kermesse au grand club de foot, mais aussi des projets à impact en matière de biodiversité. Donc mené avec, en l'occurrence, la ville de Ribeauvillé, le syndicat viticole de Ribeauvillé, l'INRAE, etc., pour développer la présence des pollinisateurs naturels sur la zone de captage de Carola. Donc ça rentre dans une démarche qui peut être assimilée à du mécénat, et on a fait ce choix du fait de la naturalité de notre produit et de notre activité. Voilà une autre illustration de quelle forme ça peut prendre. Merci. Est-ce qu'une autre entreprise peut-être souhaiterait compléter, puisque c'est une de nos premières questions au niveau du mécénat? Non? Tout va bien? Bon, on continue. Merci beaucoup Nicolas pour le temps pris, la préparation et cette illustration d'une de nos entreprises aussi importante également sur les territoires. On continue? À bientôt. Merci Nicolas. Alors, les questions, on les a vues. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la deuxième partie? Pas d'autres questions, Justine, on est d'accord? Il n'y a pas d'autres questions, juste une réaction qui dit que cet aspect de mécénat est très intéressant. Ah, bah oui, parce que franchement, c'est pas toujours et très souvent abordé ou très lié effectivement à l'aspect RSE. Alors, passons maintenant à la notion d'enquête. Alors, peut-être que je peux passer la main pour en parler à Valérie Sicler, parce que ça aussi, c'est une démarche, une initiative qui a été proposée donc, par Valérie en fin d'année dernière, quand on a un petit peu analysé ce qui s'était passé ou les actions qui ont été menées et les résultats de ces actions menées pour les IAA du Grand Est. Et là, c'était de dire, Valérie, allez, allons-y, quelle est une enquête de maturité? Voilà, c'était à la fois de savoir un petit peu où en étaient les IAA du Grand Est en matière de RSE, donc faire un petit peu de remontée d'informations que nous allons partager aussi avec la région Grand Est, de façon à pouvoir aussi orienter potentiellement les aides régionales par rapport aux challenges et aux difficultés ou au parcours du combattant que peut rencontrer une PME, une TPE dans cette forêt de RSE. Et c'est aussi l'occasion pour les ARIA de mieux vous connaître et pouvoir ajuster justement nos propositions d'accompagnement pour pouvoir mettre en place une trajectoire de ce type et formaliser cette réflexion et ces plans d'action. Donc, on compte vraiment beaucoup sur votre participation à cette enquête parce que ça pourrait vraiment déboucher sur des aides et des accompagnements concrets pour vous. Donc, merci par avance de la remplir et de faire savoir aux adhérents que vous pourriez côtoyer pour qu'ils fassent de même et qu'on ait un matériel de qualité à partager avec nos partenaires. Exactement. Donc, vous pouvez soit flasher là, le QR code que vous avez en ligne. Bien évidemment, nous allons le repartager. Vous l'aviez eu aussi au niveau d'une des relances par rapport à l'invitation de ce webinaire. À ce webinaire, chacun des 3 territoires va régulièrement renvoyer. On tient encore à aller, je dirais, jusqu'au mois septembre, peut-être début octobre aussi, pour pouvoir capter un maximum aussi de vos retours. Dès le premier envoi, nous avons eu déjà 5 retours d'enquête. Donc, on tient bon, on y croit beaucoup. Et comme vient de le dire Valérie, c'est vraiment important pour chacune des entreprises sur nos 3 territoires.
Et la région Grand Est est ouverte à cela, à nous écouter aussi par rapport aux conclusions qu'on pourra en avoir tirées. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pourrez revenir vers nous. On va vous envoyer aussi le lien d'enregistrement de tout ce webinaire et il y aura ce lien aussi et vous pourrez toujours nous contacter. On passe à la conclusion, Valérie. On est bien, on est dans les temps en plus, hein, pas mal, pas mal. Oui, tout simplement, je voudrais vous remercier à tous les participants pour cette belle overview des différentes facettes de la mise en œuvre concrète de la RSE dans les entreprises. On a vu l'aspect CO2 qui devient de plus en plus un must-have, comme on dit, parce que ça fait partie des engagements du territoire européen et français. Une dimension sociale qui correspond vraiment peut-être à une opportunité particulièrement pour les PME, de par leur taille et la nature de leur organisation, et représente aussi un intérêt en matière de recrutement et de fidélisation des salariés. La dimension CSRD, merci Nicolas, parce que ce n'est pas un sujet facile, ce sujet de la CSRD, mais ça a été extrêmement clair et simple. Ne pas se dire que ça ne concerne que les gros, on va être directement ou indirectement concerné à plus ou moins forte échéance, courte échéance. Donc, restez connectés sur ce sujet-là. Le label PME+, vous avez, je pense, bien compris toute la valeur ajoutée du fonds et de la communication que peut représenter cette opportunité pour les PME. Merci encore pour le témoignage très, très riche de Météor, parce qu'on voit la variété des démarches entreprises, avec des exemples très, très parlants en matière de CO2, d'eau, de packaging, de QVT, d'optimisation des produits même et de mécénat, avec des implications commerciales assez directes et évidentes. Et puis voilà, encore un petit message pour répondre à notre enquête. On compte sur vous là-dessus. Voilà, écoutez, je crois qu'on a encore un petit peu de temps pour discuter, poser des questions. On compte sur vous là aussi. N'hésitez pas, c'est le moment. Avec plaisir, quel que soit votre territoire, quelle que soit votre spécialité agroalimentaire, n'hésitez pas. J'ai une question dans le chat. Allez-y. Une soirée sur le management d'aujourd'hui. Est-ce que je suis intéressée pour intervenir? Écoutez, reprenons contact en message privé, comme on dit dans le jargon. Ce sera avec plaisir pour partager l'expérience. Oui, chance aussi à nous tous d'avoir Valérie Ziegler, quand même, je tiens à le repréciser, comme présidente de cette commission RSE pour toutes nos areas du Grand Est, parce que c'est vraiment hyper important, notamment par rapport à ta longue expérience en durabilité, en développement durable et comment dit-on, sustainability, c'est ça, au niveau international. Et merci de ce temps que tu prends, ton temps très, très précieux, parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu es à Bruxelles, non, je ne sais pas, ou en Alsace. Non, je suis à Beblenheim, pour être tout à fait exact. Très bien. Je travaille beaucoup d'Alsace, voilà. Non, mais encore une fois, on compte sur vos participations aussi, parce que ça permet de construire sur l'expérience croisée et surtout de vous proposer des services pour vous accompagner. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Jean-Thomas a levé la main, mon homologue de Savourer la Champagne-Ardenne. Vas-y. C'est juste, Yvelise, peut-être dire un mot sur le diagnostic flash décliné peut-être en territoire. On peut, alors effectivement, le diagnostic flash, c'est ce qui, depuis le début, là au niveau des actions RSE des areas du Grand Est, ça a été piloté, donc ça a été lancé dès le départ, piloté par Initiative Durable. Je peux très bien passer la main d'ailleurs à Nicolas Heinz sur ce sujet, avec une prise en charge à 50% pour chacun des diagnostics flash. Alors on est assez en amont par rapport à ce qu'on a pu voir, mais c'est déjà un bon moyen de pouvoir se positionner, identifier, parce que la RSE, on en parle beaucoup, les entreprises en font, pratiquent certains aspects de la RSE sans parfois le savoir, et ça permet de faire un bon bilan. Nicolas, est-ce que tu veux rebondir sur cette expertise et cette expérience des Diag Flash sur ces 3 dernières années? Ouais, très rapidement, donc on a effectivement fait des diagnostics flash donc sur une demi-journée pour faire un premier état des lieux. Donc il y a aussi certains participants au webinaire qui en ont bénéficié. Et donc on fait le point en règle générale sur le référentiel PME+, parce qu'il est bien construit, vous l'avez bien compris, pour les industries agroalimentaires.
et pour les PME. Et donc, donc généralement, on fait un premier état des lieux. Ça permet aux entreprises de se jauger un peu d'où est-ce qu'elles en sont en termes de pratique, de faire un premier niveau d'auto-évaluation aussi par rapport au référentiel, si elles souhaitent se diriger aussi vers une labellisation. Et puis, dans le diagnostic, on fait un état des lieux, des préconisations, et on fait un petit débrief rapide un peu sur le sujet, les marges d'amélioration. Voilà. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ne se sont pas encore lancés, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, sur chacun des territoires et chacun des intervenants mentionnés, à savoir donc Justine, Benoît et Nicolas, sont vraiment, vraiment là pour vous. C'est un des aspects aussi, bien évidemment, au niveau de l'enquête, c'est que cette enquête va nous permettre aussi de connaître justement la maturité de l'ensemble et de chacun. Ouais. D'autres- C'est un outil vraiment facile, Ouais. efficace et peu coûteux, puisqu'il a aussi il fait l'objet de subventions. Donc, c'est pour le dirigeant ou son comité de direction, c'est vraiment une première étape accessible à tout point de vue, en temps et financièrement. Et financièrement aussi, oui, exactement. Sachant que c'est harmonisé maintenant sur l'ensemble des 3 territoires. Une autre question, une autre suggestion. Il y a une question de Benoît sur comment seront informés les participants du résultat de l'enquête. Je pense qu'on pourra travailler sur une infographie qui reprendront Oui. les résultats qu'on pourra diffuser. Exactement. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui sont connectés parce qu'il y a quelques réponses supplémentaires à l'enquête. Donc, je vous invite à la réaliser en direct, hein. Ça prend quelques minutes, c'est vraiment pas long. Donc, n'hésitez pas. On l'a travaillé effectivement au départ avec Nicolas et avec Valérie, qui a contribué aussi d'un point de vue tout à fait pragmatique. Et nous sommes arrivés à quelques minutes tout en étant efficaces. Et puis après, travailler aussi, évidemment, là encore, avec Justine, Benoît et Nicolas. Donc, l'idée, c'est de ne pas prendre beaucoup de votre temps, mais de pouvoir vous apporter beaucoup. Encore une autre remarque? Quelle heure il est? Pas mal. 53. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres remarques ni de commentaires dans. Bon, alors Dans la surtout, merci beaucoup Justine. Surtout, merci à tous d'avoir pris ce temps. C'est un petit peu moins d'1 heure et demie. Nous espérons que vous avez tous découvert aussi des aspects partagés. N'hésitez pas aussi, comme je disais, à revenir vers nous. Et puis, bien évidemment, les différents liens et relances que nous allons envoyer sur l'enquête vous permettront aussi de pouvoir en direct nous poser aussi des questions. Sans aucun problème. Je passe peut-être dernier mot, Valérie, avant de remercier tout le monde. Non, juste merci à tous, justement. Voilà, c'était un bon moment et surtout, c'était très, très intéressant aussi avec les différents intervenants que je remercie, que nous remercions encore aujourd'hui, d'avoir pris le temps de préparation notamment. Très bon moment et surtout, comme Valérie l'a dit au tout début, nous étions jusqu'à 38 connectés et ce qui prouve aussi de l'intérêt. Ah, Benoît nous a reposé une petite question. Oui, je voulais, moi, te remercier, toi, Évelyse, d'avoir animé de main de maître ce webinaire. Je pense que c'était aussi utile. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Benoît. C'est très gentil à toi parce que ça, c'est effectivement, la RSE est une des compétences qui est pilotée pour toutes les ARIA du Grand Est par l'ARIA Alsace. Voilà. Et c'est un plaisir parce que c'est toujours très, 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 très apprenant et dynamisant.